Intro. Je suis très heureux d'être là. Comme disait Aurélien, aujourd'hui, on va parler de sécurité des API GraphQL avec TypeScript. Alors, vous inquiétez pas besoin de s'y connaître en sécu. On va expliquer les notions pas à pas. Pas besoin de s'y connaître en GraphQL non plus. On va faire une première partie d'introduction à GraphQL. Et pas besoin de s'y connaître non plus en TypeScript. On va essayer vraiment de voir plutôt du pseudocode et les patterns globaux qui nous ont permis en TypeScript de faire des API sécurisées. Alors, Kili Technologies, déjà, qui sommes-nous? Notre motto, c'est que AI is changing the world. L'IA transforme le monde. Je pense que vous en êtes rendu compte. C'est le constat qu'on a fait. L'IA, elle est partout. Elle est dans votre téléphone quand vous dites Hey Google. Elle est là pour vous aider à trier vos mails, pour vous suggérer des corrections quand vous tapez dans un Google Doc. Elle est dans les services après-vente quand vous discutez avec des conseillers en ligne. Un exemple qui va bientôt devenir très concret et que tout le monde connaît, c'est la voiture autonome. La voiture autonome, elle fonctionne avec un algorithme qui lui dit d'accélérer ou de freiner, de tourner à gauche ou de tourner à droite, suivant s'il y a d'autres véhicules, d'autres piétons, des panneaux de signalisation, des feux rouges, etc. Et derrière, pour que cet algorithme puisse apprendre et puisse réagir dans des situations qu'il n'a jamais vues, il va devoir voir des heures et des heures de vidéos. Et il va falloir derrière annoter, structurer la donnée pour que l'algorithme ensuite puisse vraiment reconnaître une voiture, un piéton, un panneau de signalisation et réagir en fonction. Donc derrière, il n'y a pas de magie en IA. À la main, il y a des gens aidés par du machine learning qui vont venir structurer cette donnée, comme on le voit là à l'écran. Equili, c'est le software qui fait ça. Euh, et moi, dans la boîte, je suis lead développeur, j'étais premier employé. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Pierre Marcenac, sur GitHub ou sur Twitter. Alors, GraphQL a fait parler, on en a entendu parler l'année dernière, parce que la sécu en GraphQL, ça a été la cata en 2021. Coup sur coup, Flink et Gorillaz, qui sont deux géants européens de la livraison à domicile, tous les deux basés en Allemagne, ont été hackés. C'est sur leur site internet que Zerforschung, qui est un groupe allemand de recherche en sécurité, qui raconte comment est-ce qu'ils ont réussi à hacker. Donc là, à droite, on voit la donnée qu'ils ont réussi à dumper. Donc en fait, ils ont accédé à des buckets non sécurisés qu'ils ont trouvés quelque part dans le front. Et ensuite, dans ces buckets, en fouillant un peu, ils ont trouvé un endpoint GraphQL qui n'était pas sécurisé. Et à partir de là, ils ont pu avoir toute la donnée. Alors la donnée, c'est quoi? C'est non seulement de la donnée client, donc des noms, les adresses, les emails, etc., avec aussi des photos, hein, comme on le voit ici, donc des photos des propriétés des gens, et aussi la donnée des employés. Donc c'est vraiment un hack conséquent. Je vous invite vraiment à lire l'histoire sur le blog. Elle est passionnante, ça se lit un peu comme un feuilleton. Et il y a aussi le post équivalent pour Flink, mais en allemand. Et pourtant, GraphQL, c'est cool. C'est une brique plutôt cool et assez puissante à avoir dans son architecture. Donc, c'est un paradigme d'API qui est vraiment orienté client et qui est assez adapté pour les schémas relationnels, très hiérarchiques, et pour les architectures multiservices. Donc, on va prendre l'exemple dans tout l'exposé d'une application classique. Donc, on a une organisation. Cette organisation, elle a des users. Ces users, eux-mêmes ont une organisation mère et ils ont des projets. Et chaque projet, en plus d'un ID et d'un titre, va avoir un auteur, donc qui est un user, et une liste de users qui collaborent à ce projet. Donc, enfin, le schéma classique pour une application SaaS, on va dire. Et en fait, une partie de Kili reprend ce schéma. Comment ça se traduit en GraphQL? En GraphQL, on utilise une syntaxe un peu orientée JSON, on va dire, dans lequel on peut définir des types. Alors, il y a des types qui existent déjà, évidemment, des types de base, comme un ID, on voit ici,
un string, un float, et cetera. Et ensuite, on va pouvoir créer, le type organisation qui a un ID avec un point d'exclamation pour dire qu'il est non nullable, un nom, une liste de users. Pareil pour, un user, un ID, un nom, une organisation, une liste de projets. Et un projet, c'est quoi? C'est un auteur, un ID, un titre, et une liste de users. Et ensuite, une fois qu'on a ce schéma, donc qui représente notre structure relationnelle, on va vouloir interagir avec lui. De même qu'en REST, il y a essentiellement 2 moyens d'interagir avec la donnée. Soit on la lit, soit on l'écrit. Donc soit on get, soit on post. En GraphQL, il va y avoir des queries et des mutations. Les queries étant l'équivalent du get pour avoir de la donnée et les mutations, l'équivalent du post pour écrire de la donnée. Donc par exemple, si, je veux les projets et leur auteur, je vais poster, sur cette query, sur le endpoint/GraphQL. Il y a un seul endpoint. Tout ce qui varie, c'est, suivant si je suis en train de faire une query ou une mutation. Et de même, je peux très bien donc, de même que j'ai, les auteurs, de tous mes projets, je peux très bien avoir les users de tous mes projets. Je vais interroger le même endpoint, simplement le client, et c'est en ça que c'est orienté client, le client va changer sa requête et va dire: «Cette fois, je veux plus les auteurs, mais je veux les users, et des users, je veux les organisations». Donc très flexible, pour les queries et pour les mutations, donc de manière standard, on envoie une mutation. Donc par exemple, ici, on dit: «Je veux ajouter un user à un projet», et on peut lui donner des arguments. Alors on est, chez Archilocus et donc, on va faire un petit schéma d'architecture. Comment GraphQL s'inscrit, dans l'archi? Donc de gauche à droite, un client, va faire une requête, GraphQL. On a, 2 types de clients, donc ceux qui sont sur le front-end, vous les avez vus tout à l'heure, des annotateurs qui vont dessiner, par exemple, des bounding box autour des voitures. Et les clients, plus techniques, les data scientists, qui eux, vont consommer notre API depuis un SDK Python. Le cœur, donc le cœur, GraphQL se situe ici dans le backend for frontend. Il est écrit en TypeScript et en Node.js, et il va interroger à la demande, différents services. On utilise nous, majoritairement du Python et Node.js, et derrière il y a des bases de données, côté Postgres. Donc pour récapituler, le client, qu'il soit, front-end ou, le data scientist avec son SDK Python, vient faire un post sur l'unique route slash GraphQL et va te demander, par exemple: «Je veux tous les users, je veux tous les noms des users». Et côté back-end, on va, exécuter, ce resolver, donc cette query, qui en fait est une fonction, heu, TypeScript, dans Node, et qui va par exemple, utiliser, l'ORM, pour, getter, les users et le retourner à l'utilisateur. Alors GraphQL, c'est aussi puissant parce que, c'est fortement typé. Donc on a vu, on a commencé à avoir des types, par défaut, des strings, des integers, des floats, et on peut aussi définir ses propres types. Alors définir un type, c'est aussi simple que définir une fonction, avec, une sérialisation, et la sérialisation en question, donc par exemple, si j'essaye de définir un nouveau type qui serait une taille de page pour faire de la pagination, je veux que ça soit compris par exemple entre 0 et 100, et je peux dire: «Si la taille de page est inférieure à 0, j'envoie une valeur explicite à mon utilisateur. Si elle est supérieure au ce maximum, je renvoie une erreur explicite à mon utilisateur». Et derrière, comment ça s'utilise? Maintenant notre, query users, au lieu de dumper tous les users de la base de données, va être correctement paginé, avec, une taille de page et un offset. GraphQL, c'est aussi des challenges. Alors, premier challenge, évidemment, c'est moins mature que REST. Ici, il y a une étude, de 2020 faite, dans un panel, d'entreprises qui regarde, l'adoption, des différentes technos. On voit que REST est en tête. Donc derrière, ça a des conséquences évidemment sur l'écosystème, sur la taille, heu, sur la maintenabilité des librairies, et cetera.
Il y a quand même, chose à souligner, Apollo, qui est une entreprise américaine qui back énormément, GraphQL et qui a beaucoup de produits, beaucoup open source et certains SaaS, notamment, bah, pour compléter, intégralement l'écosystème, GraphQL. Beaucoup d'observabilité, des clients dans à peu près tous les langages, de la gestion des schémas. Et évidemment, autre challenge, puisqu'on est ici, c'est la sécurité. Heu et donc maintenant, je voudrais, m'orienter en 2 parties. La première partie, ça va être vraiment, bah, les challenges de sécurité, génériques que vous avez très bien pu croiser en REST, qui sont communs avec toutes les API, je pense. Et là, en deuxième partie, des challenges plus propres à GraphQL. Alors, les challenges, heu, le premier challenge que vous avez sûrement, rencontré, c'est évidemment, bah, quand un utilisateur, pardon, essaye d'accéder à des informations auxquelles il ne devrait pas avoir accès. Donc très important quand on réfléchit à la sécurité en GraphQL, j'ai remarqué, bah, de toujours penser en termes de graphe. Dans GraphQL, il y a graphe, et c'est vraiment important, on va le voir à plusieurs reprises. Donc imaginons que je sois Alice, je suis l'utilisateur Alice, et on m'a rajouté au project 1. Donc parce qu'on m'a rajouté au project 1, je peux voir ce project 1 et donc je peux voir les users de ce project 1. Donc je peux voir Alice, moi-même, et je pourrais, par exemple, voir Bob aussi, en utilisant, GraphQL. Donc ce que ça veut dire derrière, c'est que si je fais la requête suivante, où je demande les users, qui ont comme nom Bob, donc si j'essaye de voir Bob, bah, je vais pouvoir potentiellement retrieve des informations qui sont, sensibles d'un point de vue technique. Par exemple, des tokens, des informations qui sont sensibles d'un point de vue business, un RIB, des KPIs, des informations de database qui permettent d'extrapoler, des usages, par exemple, de la plateforme, comme des dates de création, de date. Et là, qu'est-ce qui rentre? Donc à chaque fois, on va avoir le même principe. À gauche, je vous donne le problème. À droite, je vous donne la solution en TypeScript, qu'on a utilisé en GraphQL. Hem et donc là, à l'aide, pour contrer, ce problème, viennent les directives. Alors une directive, c'est quoi? C'est, comme on peut le voir ici, c'est la forme at quelque chose, donc c'est vraiment un décorateur. Ça peut être placé sur un résolveur, sur un field, donc un peu partout dans notre schéma GraphQL. Et c'est en vrai, simplement, bah, une, fonction, qui va venir, bah, s'intercaler avant la résolution de notre résolveur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle vient chercher le user dans le contexte, heu, parce qu'on est authentifié, donc on a le user dans le contexte. Et si le user correspond au user que j'essaye d'accéder, bah, on continue, et sinon, bah, on peut obfusquer le champ. Donc comme ça, Alice, quand elle lit elle-même, elle va avoir toutes les informations. Quand elle lit Bob, elle va avoir des informations obfusquées. Donc la directive, très important, on va le retrouver, plus tard. Autre faille, commune à REST, IDOR, Insecure Direct Object Reference, le fait que, j'accède à des informations auxquelles je ne devrais pas avoir. Par exemple, j'ai trouvé sur Slack un user ID, j'utilise l'API pour le retrieve. Donc, j'aurai accès à des informations auxquelles, je ne devrais pas avoir accès. Donc là, il n'y a pas de magie. Il va falloir tester tous vos résolveurs de queries, toutes les queries. Et il va falloir limiter le nombre de queries. Donc nous, on a limité. Dans ce cas-là, on ferait simplement une query users, une query organizations, une query projects, pour avoir, bah, la surface minimale exposée à l'extérieur. Et ensuite, on va les tester, vraiment de manière, profonde. Et nos tests, vous le voyez ici, bah, c'est des tests Jest. On va vraiment essayer de les orienter de manière business. Donc par exemple, en tant qu'admin, dans mon projet, je vois tous les users. J'écris mon test. En tant qu'user, dans mon projet, je ne vois que moi-même. J'écris mon test. On a aussi plusieurs niveaux de tests. Là, on montre un test unitaire, mais on a aussi des tests, d'intégration. Donc, un cran plus haut qui viennent, carrément tester, GraphQL, depuis l'extérieur. Autre, possibilité, faire une séparation physique carrément entre les clients. C'est quelque chose qu'on est en train de, bah, de regarder. Autre, faille, escalader ses privilèges.
Donc là, vous le connaissez, vous en doutez. La mutation, c'est, je vais mettre à jour les propriétés d'un user. Quel user? Moi, et je vais me mettre admin. Viennent à l'aide, là, encore une fois, les directives. Ici, je définis une directive, donc on reconnaît notre décorateur as some role. Je vais définir une directive as some role et je vais la mettre sur la fonction, sur la mutation en question. Et donc, cette, qu'est-ce qu'a fait cette directive? Encore une fois, c'est une fonction. Et le cœur de cette fonction, c'est je regarde la personne qui est authentifiée, qui est en train de faire la requête, me, et je regarde si cette personne, si j'ai les rôles, du projet. Si je l'ai pas, j'envoie une erreur et sinon je continue ma requête. Et donc ça permet, bah, de stopper net, quelqu'un qui essaierait heu, de d'augmenter ses privilèges. Cool. Ensuite, muter avec des valeurs non autorisées. Donc là, je fais une mutation et je vais essayer, soit, bah, d'insérer des données qui vont corrompre mon back-end. Ici, on reconnaît, l'attaque, Log4j. Si je mets ça en base de données et que, mon back-end, log, l'email, on peut avoir de sérieux problèmes. Heu, on peut aussi insérer des données qui vont être dangereuses, non pas pour le back-end, mais pour le client. Par exemple, un script, JavaScript malicieux. Ici, ce qu'on va utiliser, c'est la validation des inputs utilisateurs en utilisant, par exemple, des types custom. Donc le mauvais pattern, c'est de faire ce qu'on a fait. Un email, c'est, une string. Le bon pattern, c'est de dire, bah, un email, c'est un email et derrière, heu, je vais reconnaître si c'est vraiment un email. Pareil pour le contenu d'un asset. Heu, string, c'est trop laxiste. Je vais vraiment définir ce que c'est un content. Donc ça, c'était pour tous les problèmes, qui sont très proches bah, de REST, de ce qui peut se passer avec n'importe quelle API. Maintenant, on va aller vers des failles de sécurité qui sont vraiment spécifiques à GraphQL. Il y en a 3. La première, ça va être, le denials of service. Il y a essentiellement 2 façons en GraphQL, bah, de provoquer un denial of service. Première façon, c'est je sais qu'un résolveur est complexe par son temps d'exécution, par exemple, bah, je vais l'exécuter N fois, ou alors je vais, soit dans la même requête, soit dans plusieurs requêtes. Deuxième attaque, c'est les attaques qu'on appelle récursives. Donc là, je demande les projets. Pour chaque projet, je demande leur auteur, qui est un user et qui a donc des projets. Donc je demande ces projets, et cetera, et cetera, et cetera. Donc en gros, derrière, en côté back, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de joindre, de faire jointure sur jointure et donc on va créer beaucoup de requêtes qui vont, potentiellement, mettre la base de données down. Alors, quelle solution pour ça? Heu, toujours une directive, de complexité qu'on va pouvoir mettre soit sur des champs, soit sur des résolveurs et on va dire, bah, par exemple, créer un projet, ça a une complexité de 10. Créer un user, c'est moins lourd pour mon back-end, ça va avoir une complexité de 5 et on peut fine tuner ces paramètres comme ça, pour les faire correspondre à la vraie vie. Mettre une limite, de profondeur maximale. Il y a des libs qui existent. Comme ça, on se prémunit, de l'attaque récursive, et on met, par exemple, une limite de 3. Il y a des, rate limiters qui existent, pour GraphQL, hem, in memory, pour être, très rapide. Évidemment, la pagination, on l'a mise en place, tout à l'heure. Ça évite, bah, de récupérer trop de données et ça permet de garder, une API, saine. Deuxième problème de GraphQL, c'est sur les relations. Donc là, on va revenir encore une fois à notre graphe. Je suis toujours Alice, j'ai toujours été, ajouté au project 1, à côté de Bob. Parce que je suis, si je liste maintenant les users d'Alice et Bob, vu que je suis Alice, je vois mon projet. Si je regarde les projets de Bob,
Je vois non seulement, bah, le project 1 dans lequel on est tous les 2, mais je vois aussi les autres projets sur lesquels, Bob a collaboré et donc ça, c'est dangereux. Potentiellement, on voit qu'en me déplaçant dans le graphe, en suivant des edges, que je ne devrais pas avoir le droit de suivre, des relations que je ne devrais pas avoir le droit de suivre et ben, je vais me retrouver à avoir de la donnée, heu, à laquelle je ne devrais pas avoir accès. Quelle query j'ai fait? Bon, vous l'avez compris, hein, je regarde le project 1, donc je liste, les projects où l'ID est 1. Pour ce projet, je prends les users, donc j'ai dit c'est Bob. Pour ces users, je prends leur projet, donc j'ai project 1 et project 2 et je peux voir le contenu de project 2 et c'est ça ma faille de sécurité. Donc là, c'est intéressant ce qu'on a fait, c'est que, on a on utilise, on rend les relations safe en utilisant un wrapper autour de chaque relation, donc qui prend en argument une relation et qui vient outputter une autre relation. Et qu'est-ce qu'il fait ce wrapper vraiment? Et ben, il vient regarder si j'ai accès au pair et si j'ai accès au pair, on continue, on me donne le fils. Donc quand j'essaye d'accéder au project 2, je regarde avant si moi, Alice, j'ai le droit d'accéder à Bob. Je vois que non et donc je peux, ne rien retourner. Et donc c'est comme ça qu'on rend, les relations safe en vérifiant à chaque moment où est-ce que je suis dans mon arbre, GraphQL. Très important. Et là, on voit une subtilité, c'est qu'on utilise, donc ce qu'on appelle en TypeScript les generics. Alors c'est quoi les generics? Donc si j'avais voulu faire, cette relation spécifiquement pour la relation d'un user vers un projet, j'aurais fait exactement la même chose. Hem, à savoir, je fais, 2 lignes qui sont importantes. Je vérifie si j'ai accès à l'utilisateur pair, Bob, et si oui, je retourne les projets. Hem et donc ça, le problème, c'est que c'est spécifique uniquement à la relation d'un utilisateur vers un projet. Et donc ce que je peux faire, c'est utiliser, les generics TypeScript qui nous permettent de sécuriser n'importe quel edge à n'importe quel endroit de notre, GraphQL. Et donc un generic, qu'est-ce qu'il prend? Il permet de faire, de rendre paramétriques les types. Et donc ici, au lieu de réfléchir en termes de user vers projet, je réfléchis en termes de parent vers child. Et donc ça, c'est très puissant parce que derrière, les développeurs, ils savent que quelle que soit la relation qu'ils sont en train d'écrire, elle est déjà protégée, puisque n'importe quel edge de mon graphe est protégé. C'est moins explicite, donc on perd en explicite, mais on gagne en factorisation. La dernière faille de sécurité dont je voulais vous parler, c'est, et qui est similaire, c'est le management des droits d'accès. Je m'explique. Imaginons que je fasse une mutation, j'ajoute un user à un projet en spécifiant un project ID, encore une fois que j'ai trouvé sur Slack ou que j'ai trouvé sur un post-it et un email, d'un hacker. Donc j'ai rajouté ce hacker au projet en question. Alors comment est-ce qu'on a fait, pour combattre ça? 2 parties. Tout d'abord, il faut standardiser les inputs de ces mutations, très important. Au lieu d'avoir un project ID, un email, on a, d'un côté, de la data, c'est-à-dire ce qu'on va changer et d'un autre côté, un where, c'est-à-dire le périmètre, de ce qu'on va changer. Et ensuite, on peut de la même façon que tout à l'heure on avait safe relation, on va pouvoir écrire des safe mutations. Donc une safe mutation, heu, c'est quoi? Ça se passe, bah, pareil en 2 parties. On vient déjà regarder si on a accès, si l'utilisateur qui fait la requête a accès au à ce qu'il essaye de muter et si oui, on vient le muter. Donc encore une fois, c'est vraiment une tranquillité pour les développeurs de se dire que, la mutation, a priori, est protégée. Et ça, on le fait pareil en utilisant des generics. Donc on le fait pour toutes les mutations qui touchent à tous les types. Et vu qu'à chaque fois, on a séparé, nos mutations en data et where, c'est-à-dire
que je vais changer et ce sur quoi je vais le changer, eh ben, on peut très facilement généraliser ce check de sécurité à tous les résolveurs. Alors, on arrive à la conclusion. Donc en conclusion, on a vu les principaux enjeux en termes de sécurité en GraphQL. Il y en a d'autres. Certains étaient très génériques et vous les avez sûrement croisés en REST. D'autres sont vraiment spécifiques à GraphQL. On a vu aussi que je pense que TypeScript est un langage vraiment de choix pour GraphQL. L'écosystème Apollo est vraiment très bien développé autour de TypeScript, que ça soit côté front, avec React notamment, et côté back, donc client et serveur. Le typing TypeScript match bien avec le fait que GraphQL est fortement typé. Et les generics permettent vraiment de sécuriser le graphe à n'importe quel endroit, ce qui est, on l'a vu, vraiment critique. Chez Kili, on a couvert, aussi d'autres, sujets, sur GraphQL, notamment la performance qui de base, n'est pas forcément au rendez-vous avec GraphQL. Et donc je serais heureux de répondre à vos questions. Donc si maintenant vous avez, des questions, je peux y répondre, soit maintenant, soit, plus tard. Vous avez mon adresse, mail ici. Merci beaucoup. Tu nous donnes le micro. Ah. Merci. Merci. Alors, on a eu quelques questions en ligne, n'hésitez pas à en rajouter. Hein. Du coup, il y avait une question de est-ce qu'il faut s'y mettre ou est-ce que c'est pas encore mature côté industrie? Donc, il y a Stéphane de Pefit qui a répondu oui, c'est très bien, il faut s'y mettre. Et donc, du coup, Pierre, tu peux peut-être nous expliquer le choix de GraphQL comparé à du reste, d'où il vient chez Kili. Ouais, tout à fait. Super question. Donc pourquoi se mettre à GraphQL quand on est Kili? Beaucoup de raisons. La première, c'est, donc vous l'avez vu, je peux revenir sur le schéma d'archi. On a deux types de clients. On a vraiment des clients front, mais la moitié de nos clients, c'est les data scientists qui viennent consommer notre API et récupérer leurs données annotées. Ils sont ici pour consommer la donnée annotée pour réentraîner leur modèle de machine learning. Et donc, le data scientist, il a envie d'avoir cette flexibilité qu'offre GraphQL, de pouvoir guetter, guetter les organisations de ces users, les projects de ces users, etc. Donc ça empower vraiment le data scientist et ça augmente vraiment sa developer experience. Il faut savoir que chez nous, les projets d'IA sont très différents. Il y a aussi bien des gens qui reconnaissent de manière automatique, grâce à des algorithmes, des cancers de la vessie. Il va y avoir des gens qui font du traitement automatique à l'échelle de mail. Et donc, chaque workflow va être différent, chaque projet va être différent. Il y en a qui vont être très centrés sur la qualité, il y en a qui vont être très centrés sur le volume. Et donc, ça veut dire que derrière, pour les développeurs, pour les data scientists, ils vont devoir adapter leur workflow en conséquence. Donc, pour la développeur expérience des utilisateurs externes, c'est top. Et ensuite, ça va au-delà. C'est-à-dire que même pour la développeur expérience de nos développeurs chez Kili, vu que vous l'avez vu, on a au début, avec la petite vidéo, on a un métier qui est très front-end. On a des interfaces. Et donc, on veut donner la main au front-end de pouvoir vraiment requêter le back-end sans dépendance. Et donc, l'un dans l'autre, j'ai peut-être exagéré tout à l'heure en disant que l'écosystème était pas mature, il est moins mature que REST. Et donc, je pense que si vous avez des problématiques similaires, GraphQL, comme ça l'a été pour Kili, est vraiment la solution vers laquelle s'orienter. Une deuxième question, tu parlais donc tu as présenté des soucis de sécurité. Est-ce que c'est apparu suite à des soucis en prod
donc des attaques, ou des pentests que vous avez réalisés en amont de la mise en prod de vos développements? Tout à fait. Donc, on a, vu qu'on gère la donnée de nos clients, c'est vraiment critique. Et la sécurité est arrivée très vite comme un impératif pour nos clients. Donc ça nous a poussé à nous faire certifier. On a été certifié SOC 2, donc qui est une certification des process. Et dans le cadre de cette certification, en plus d'un audit vraiment rigoureux de tous les process internes, que ce soit technique, customer, etc., il y a des pentests. Et c'est à l'occasion de ces pentests qu'on a pu se confronter à ces problématiques. Alors, une question, est-ce que tu as des recommandations sur l'activation ou non de l'introspection en prod? Donc c'est une des caractéristiques de GraphQL, hein, de pouvoir en faire de l'introspection. Donc est-ce que tu as une reco là-dessus, Pierre? Tout à fait. Donc en général, c'est listé dans les failles de sécurité de GraphQL. Donc ça aurait pu apparaître dans cette présentation. Je ne l'ai pas mise parce que pour nous, en fait, c'est une feature. Donc l'introspection, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité d'explorer a priori sur le endpoint / GraphQL l'intégralité du schéma, donc des différentes entités qu'il y a et toutes les différents résolveurs qu'il y a, donc les queries, les mutations, etc. De voir les inputs, les outputs. Et donc, ce qui, dans certains business, est vraiment perçu comme une faille de sécurité, pour nous, vu qu'on a beaucoup d'utilisateurs techniques, ça devient une feature. C'est comme un swagger. Et ça va permettre à nos data scientists d'explorer nos résolveurs et ça rend en fait notre application plus transparente, plus exploitable pour les data scientists. C'est pour ça que ça figure pas ici. Euh, Évidemment, c'est très propre à notre business, à notre utilisation de GraphQL. Et si il y a besoin de bloquer l'introspection, il faut le faire. C'est une ligne de code. Ok. Merci beaucoup, Pierre. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si on a du temps. On a un petit peu de temps. Je sais qu'il y avait des questions là sur est-ce que c'est intéressant et tout ça. Un des gros avantages de GraphQL, c'est que ça va permettre de déplacer la partie orchestration et sélection des champs qu'on pourrait implémenter dans une BFF côté vraiment client. Donc dans l'appli, dans le site web. Et donc ça donne énormément la main aux développeurs front sur cette partie-là, plutôt que d'avoir à implémenter une orchestration, une sélection de champs dans un microservice qui le ferait pour eux. Donc ça permet d'éviter aussi de devoir livrer cette BFF en avance pour que le front s'en serve et tout ça. Donc il y a tout ça. Et d'autres features assez intéressantes quand même de GraphQL, c'est tout ce qui est autour des schémas, le schéma registry, pour gérer le cycle de vie des API, puisqu'il n'y a pas de version comme on peut le faire avec REST, ainsi de suite. Donc c'est en ça où c'est assez puissant. Après, comme l'a dit, je sais plus, quelqu'un dans les commentaires, ça fait pas tout. C'est vrai qu'on a tendance du coup après à pas utiliser base de données pour faire les liaisons, mais plutôt les résolveurs qui vont s'appeler les uns les autres. Et on se retrouve à faire des centaines de requêtes en base de données alors qu'une seule aurait pu le faire. Donc voilà, il y a un trade-off à chaque fois à le faire, quoi. Et donc je pense que c'est effectivement... Ouais, Pierre. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée pour une future table ronde de faire un petit combat entre GraphQL versus REST pour voir qui va gagner ou qui est-ce que ce sont les deux. C'est le cas chez ManoMano actuellement, puisque effectivement on implémente à la fois des API REST et des API Graph pour pouvoir répondre à différents use cases. Donc on note dans nos tablettes le fait que c'est un sujet potentiel. Si parmi effectivement les participants, il y a des personnes qui ont envie de faire des presses pour compléter avant et pour ouvrir ce débat, c'est avec grand plaisir.
pourra troller sur les erreurs en 200 en GraphQL, tout ça. Voilà. Avec grand plaisir.